Merci Clara pour cette introduction. En effet, c'est un honneur de pouvoir animer cette table ronde avec des experts d'une industrie diversifiée qui doit faire face à des défis de transition colossaux. Donc, pour discuter de la décarbonation de l'industrie, nous accueillons Jean-Philippe Perrault du groupe Solvay, entreprise actrice de l'industrie chimique et présente dans 41 pays, qui emploie 9000 salariés pour un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Ensuite, Bouygues Bâtiment France, leader de la construction de bâtiments, qui fédère 11 filiales du groupe Bouygues Construction et emploie 8000 employés en France pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, sera représenté par Benjamin Royer. Bonjour Benjamin. Le secteur de la sidérurgie est également représenté, avec le groupe mondial ArcelorMittal, dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards d'euros. Et ArcelorMittal emploie 15 400 personnes en France, réparties sur 40 sites, dont Guillaume Lesoin aura la lourde tâche de représenter. Enfin, Thomas Janin, dont vous avez pu entendre la présentation juste avant la pause, apportera la vision et la contribution de la Direction générale des entreprises dans les challenges évoqués par les industriels. Cette table ronde s'organisera en 4 parties permettant de faire un état des lieux rapide des émissions des entreprises présentes, d'évoquer les options de substitution aux énergies fossiles, les contradictions que peuvent rencontrer ces industriels dans le but d'atteindre les objectifs environnementaux nationaux et internationaux, avant de conclure avec les contextes économiques auxquels les entreprises devront faire face. Pour initier cette table ronde, à tour de rôle s'il vous plaît, pourriez-vous dresser le portrait actuel de l'impact de votre entreprise en termes d'émissions CO2 et consommation d'énergie primaire, ainsi que les objectifs de l'entreprise à 2030 ? Monsieur Perrault, d'abord s'il vous plaît. Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation à cette table ronde. Comme vous l'avez dit, donc Solvay est une entreprise de la chimie, principalement de la chimie minérale, avec des procédés qui sont très énergo-intensifs. Donc on le retrouve, je dirais, sur nos bilans d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Donc pour vous donner une idée, au niveau du groupe, nous étions en 2021 à 9 millions de tonnes de CO2 émises par an. En 2023, nous avons baissé à 7,3. Ce sont des chiffres absolus qui ne sont pas corrigés en fait de la production. Nous avons, par rapport à cet objectif de baisse, un objectif de moins 30% à 2030 par rapport à 2021. En termes donc, de consommation d'énergie, parce que vous posiez aussi la question, nous consommons 105 pétajoules en 2021. Nous avons baissé à 89 pétajoules d'énergie consommée. Un point par rapport à la consommation d'énergie, nous raisonnons en énergie primaire. Parce que c'est très facile, en fait, si vous travaillez en énergie finale, vous consommez, en fait, une certaine énergie, vous passez, en fait, à de l'électrification, vous affranchissez de tous les problèmes de rendement de conversion, etc. Donc, on travaille toujours en énergie primaire. Qui nous semble une unité plus réaliste de l'impact par rapport à l'environnement. Et comme on est en France, rapidement les chiffres français, nous émettons 670 000 tonnes de CO2 par an sur principalement 4 sites industriels, et ce qui correspond à une consommation de l'ordre de 80 térawatts d'énergie primaire par an. Merci beaucoup. Monsieur Lesoin, s'il vous plaît, même question. Oui, bonjour à tous. Merci également pour l'invitation. Donc, concernant ArcelorMittal en France, les émissions de gaz à effet de serre représentent à peu près 4% des émissions de la France. C'est à peu près 20% des émissions de l'industrie. Comme l'a rappelé M. Janin, les émissions de l'industrie représentent 20% des émissions. Donc à la fin, ça fait 4%. Ça fait environ 15 millions de tonnes de CO2 émis par an, principalement localisés sur deux grands pôles, au nord de la France, du côté de Dunkerque, et au sud, d'où je viens, à Fos-sur-Mer. C'est très fortement lié à la filière fonte, qui est la filière en fait, qui utilise du carbone pour son process. Les objectifs à l'horizon 2030 sont de réduire de 35% par rapport à une référence 2018 les émissions scope 1 et 2. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Royer, s'il vous plaît.
Oui, bonjour à tous. Donc moi je travaille chez Bouygues Bâtiment France, filiale de Bouygues Construction. Notre métier c'est de construire des bâtiments partout en France, sur tout type de marché, donc tout type de bâtiments, industriel, logement, résidentiel, logement, oui. Autres produits. Construire des bâtiments, mais aussi au quotidien intervenir sur toute la chaîne de valeur. Donc dès la conception, on fait aussi de la promotion immobilière et on exploite aussi les bâtiments avec des engagements sur les consommations d'énergie. Nos émissions, c'est 1,5 million de tonnes de CO2 par an pour à peu près 1,5 million de mètres carrés construits. Nous, c'est l'unité qui nous intéresse aussi, c'est de regarder combien de CO2 on émet par mètre carré construit. On regarde aussi par scope entre émissions directes et indirectes. Les émissions indirectes, c'est 95% de nos émissions, c'est-à-dire ce que vous avez autour de vous, donc tous les matériaux de construction, béton, plâtre, acier, et puis également l'énergie consommée par nos bâtiments. Donc on est très lié aux différents secteurs industriels sur lesquels on s'appuie, notamment les industries qui produisent des matériaux de construction. On a un objectif de réduction de 30% d'ici 2030 par rapport à 2021. Merci beaucoup. Merci messieurs pour ce panorama qui nous permet donc de passer à la seconde partie de cette table ronde sur les leviers d'action à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et ainsi, monsieur Perrault, quels sont les leviers possibles pour réduire la dépendance aux énergies fossiles de votre secteur d'activité? Alors, nous avons, je dirais, plusieurs leviers possibles. Tout d'abord, il y a l'amélioration donc de l'efficacité énergétique. L'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la moins émettrice, je dirais. On a un autre levier qui est sur le sourcing de nos approvisionnements énergétiques, en fait, en passant en fait vers des énergies renouvelables. Je vais donner un exemple. Si je passe du gaz naturel vers du biométhane, je n'ai pas besoin de changer mon process. Par contre, je n'émets plus d'émissions de CO2 d'origine fossile. Donc ça, c'est un point. Et puis ensuite, nous avons en fait des gros projets où là, on change carrément le process. Et dans un des objectifs que se fixait le groupe, c'était la sortie du charbon d'ici 2030. En France, nous avons un site en Lorraine qui consomme à peu près 150 à 160 000 tonnes de charbon par an, pour lesquels nous sommes en train de construire une nouvelle centrale de production de chaleur à partir de combustibles solides de récupération. Cela va nous permettre de baisser nos émissions de l'ordre de 200 000 tonnes de CO2 par an. C'est un projet qu'on a pu monter grâce, je dirais, à la collaboration donc, de la DGEC et de la DGE. Et je remercie donc, Monsieur Janin et la DGE pour avoir s'être impliqué fortement en fait, pour rendre possible ce projet. Nous avons aussi des moyens d'électrification. Nous avons monté aussi avec l'ADEME, la DGEC, la DGE, un projet pour électrifier un four de production de verre dans une usine en région lyonnaise, qui va nous permettre de baisser nos émissions pour remplacer un four qui fonctionnait avant au fioul lourd, un four donc électrique. Ça va nous permettre de baisser de 20 000 tonnes par an nos émissions. Et puis un troisième projet qui est en cours, qui est à l'étude, qui est une recompression mécanique de vapeur, qui va nous faire gagner un peu moins, aux alentours de 5 000 tonnes. Donc voilà un petit peu les leviers que l'on met actuellement en œuvre, et donc ces projets qui sont en cours de construction ou d'étude. Merci beaucoup, Monsieur Perrault. Monsieur Lauzoin pour ArcelorMittal. L'ADEME a publié durant l'été le plan de transition sectorielle de l'industrie de l'acier en France. Que faut-il retenir de ce rapport concernant les pistes de substitution aux énergies fossiles? Donc ce rapport en fait dresse un état des lieux de la situation au niveau de la sidérurgie. Il faut savoir et propose des trajectoires de décarbonation. Il faut savoir qu'au niveau de l'industrie, il y a 9 secteurs pour lesquels il y aura ce type de rapport. Il y a eu l'aluminium l'année dernière, il y a la sidérurgie cette année, il y a le verre, le sucre, le chlore, l'ammoniac. Donc on retrouve en fait dans ce rapport des éléments qui nous ont servi à alimenter notre feuille de route. Parce que comme on fait partie des 50 plus gros émetteurs, on a dû rendre une feuille de route l'année dernière.
Donc on va retrouver ce qu'on a déjà dit. On va commencer par changer notre procédé, électrifier notre procédé. Donc par exemple la fosse, on a également avec l'aide de l'ADEME, on est en train d'implanter un four électrique, qui est un four électrique avec des électrodes de 50 MW qui va permettre de faire fondre plus de ferraille. Donc par ce biais, en fait, on augmente la circularité de l'acier en récupérant plus d'acier. À moyen terme, on envisage de passer à des fours électriques. Donc là, c'est des outils qui font plus de 300 MW. Donc on change de dimension. Et en termes d'électrification, on parle aussi d'électrolyse, qu'on peut retrouver dans le rapport. Mais là, c'est vraiment à moyen terme. On commence à construire des pilotes industriels. Mais on est loin encore de l'industrialisation. Donc ça, c'est des premiers éléments. On va y retrouver aussi la partie hydrogène, puisque le carbone qu'on utilise des énergies fossiles apporte de l'énergie, mais dans le cas de nos procédés, aussi, c'est un agent réducteur qui est très important, puisqu'il va permettre de transformer les oxydes de fer en fer. Et donc l'agent réducteur qui pourrait se substituer au carbone, c'est l'hydrogène, donc notamment dans les procédés de réduction, des fours de réduction hydrogène. Donc là, on parlera plus tard un peu des contraintes liées à l'hydrogène. On aura également les solutions carbone capture pour tout ce qui est hard to abate. Donc dans le cadre à l'usine de Fos-sur-Mer, en fait, on étudie la capture de CO2 sur des fumées de fours de réchauffage de fours à Brahms. Donc c'est des fours qui consomment actuellement des gaz sidérurgiques pour préchauffer des brames d'acier jusqu'à 1200 degrés avant d'être laminés. Et en fait, en sortie, il y a encore 10-15% de CO2 dans les fumées. Donc on envisage de capter ce CO2 pour le stocker. Donc il y a différents vecteurs qui sont regardés. Et on les retrouve dans ces rapports. Merci beaucoup. Et Benjamin Royer, pour le domaine de la construction, comment votre entreprise peut parvenir à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés ? Alors nous, on travaille toujours sur la distinction émissions directes, indirectes. Donc les émissions directes, par minime de notre impact, mais sur lesquelles on travaille néanmoins, ça peut être l'électrification de notre parc véhicule, on travaille sur les consommations d'énergie de nos agences ou de nos bases vie sur les chantiers, et le travail aussi sur les engins de chantier. Sur les émissions indirectes, donc, qui sont liées aux bâtiments et à leur utilisation, en termes de consommation d'énergie, là il y a une évolution et un travail sur les consommations d'énergie qui historiquement remonte au premier choc pétrolier avec différentes réglementations qui ont imposé une réduction de la consommation d'énergie. Aujourd'hui on a des nouveaux usages auxquels on est attentif, qui nécessitent quand même de réfléchir à ce sujet-là. Par exemple les besoins de froid. Avec le changement climatique, c'est des besoins qu'on n'avait pas forcément avant dans les conceptions de bâtiments. Et puis sur la consommation d'énergie, on travaille aussi sur les modes de production d'énergie, avec un passage de systèmes plutôt carbonés comme le gaz par exemple, à d'autres technologies comme la géothermie, les pompes à chaleur et autres. Sur les matériaux, donc je l'ai dit, on dépend beaucoup des filières industrielles qui fabriquent les matériaux, notamment Arcelor par exemple pour l'acier. Donc il y a une part de réduction qui doit se faire via ce secteur-là. Et donc nous, notre rôle, c'est d'acheter ces solutions, de les prescrire à nos clients. Néanmoins, on a aussi d'autres leviers. Par exemple, dans le choix des marchés auxquels on répond. Aujourd'hui, la rénovation permet de décarboner grandement les activités de construction, puisqu'on dépense moins forcément d'énergie et moins de matériaux pour répondre aux besoins. Donc on essaye de se positionner de plus en plus sur les marchés de rénovation. On travaille beaucoup aussi en conception, donc dès le premier trait de crayon avec les architectes et les bureaux d'études, ce qui permet d'optimiser et de rationaliser la fabrication de nos bâtiments et l'utilisation de matières, notamment dans la construction. Et puis sur les matériaux à proprement parler, on regarde et on essaye de pousser l'usage du bois, l'usage des bétons bas carbone, puisque le béton a une grosse part de nos émissions. Donc sur des stratégies très liées à ces matériaux-là, on a ce rôle-là, en tout cas, de pousser ces solutions. Enfin, l'économie circulaire et le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation des matériaux, ne plus démolir un bâtiment, mais le déconstruire, déposer soigneusement les matériaux pour les réemployer sur d'autres projets. C'est autant de leviers qui nous permettent de réduire les émissions. Merci à vous trois pour tous ces éléments. Et donc, je me tourne enfin vers vous, Monsieur Janin.
Nous venons de voir les chantiers à venir pour les entreprises de ces différentes industries. Et nous souhaitions donc savoir comment la DGE accompagne ces dernières dans ces chantiers, en mettant pour l'instant de côté la question du financement que nous évoquerons à la fin. Merci. Donc effectivement, là on est avec des grands professionnels de l'énergie, donc ils savent très bien le problème qu'ils ont et les solutions qu'ils doivent apporter. Alors ce n'est pas le cas de toutes les entreprises industrielles. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des enjeux beaucoup plus faibles, qui ont un temps limité à consacrer et des enjeux beaucoup plus limités, qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'accompagnement. Donc il y a aussi des modalités d'action qui passent plus par le fait d'aller payer un conseil subventionné pour faire un diagnostic énergétique chez une entreprise industrielle. Donc on va dire que la situation est très variable suivant les grandes entreprises et les petites entreprises. Pour les grandes entreprises, c'est assez différent parce qu'effectivement, c'est plus de montrer que les solutions qu'ils envisagent sont bonnes ou éventuellement ne sont pas bonnes dans certains cas. Mais c'est quand même du coup, plutôt de connaître les projets et de faire en sorte qu'ils puissent se réaliser. Donc c'est une logique très différente entre grands et petits. Merci. Merci pour ces réponses. Nous venons d'évoquer donc les moyens techniques de substitution des énergies fossiles. Nous vous proposons maintenant d'aborder ces enjeux sous l'angle réglementaire. De ce point de vue-là, Monsieur Royer, comment Bouygues Bâtiment France parvient à équilibrer son adaptation dans un domaine très réglementé où les objectifs peuvent s'avérer par moments contradictoires? Oui, le bâtiment est un secteur extrêmement réglementé sur plein de domaines autres que l'énergie et l'environnement, mais sur ces deux-là particulièrement, on a beaucoup d'évolutions, notamment ces dernières années, et beaucoup de réglementations différentes, applicables parfois à un même bâtiment. Alors, ces réglementations, elles changent, elles peuvent être assez prescriptives sur les techniques et les choses qu'on doit mettre en œuvre au sein des bâtiments. Un exemple, c'est la loi d'accélération de production d'énergie renouvelable, qui nous impose de mettre en œuvre en toiture du bâtiment soit de la végétalisation, soit des panneaux photovoltaïques. Mais il y a plein d'autres cas. On a aussi les réglementations environnementales qui introduisent dans notre travail forcément une complexité, puisque différents domaines sont concernés, et donc ça demande une expertise pour pouvoir conjuguer ces exigences réglementaires. Historiquement, la réglementation, c'était plutôt la baisse des consommations, avec les premières réglementations thermiques suite au choc pétrolier, puis une attention au mode de production d'énergie, en introduisant notamment une part de renouvelables et énergie électrique. Et puis plus récemment, avec la réglementation environnementale, le carbone, à la fois sur la consommation d'énergie du bâtiment, avec des seuils d'émissions maximum à ne pas dépasser, et puis sur les émissions liées aux matériaux de construction. Là-dedans, notre rôle, c'est de proposer à nos clients des solutions qui soient conformes à la réglementation, qui soient adaptées à leurs besoins et à leurs moyens. Donc on en revient aussi à l'ingénierie dont je parlais, qui est nécessaire. Globalement, la réglementation, elle nous aide à atteindre ces objectifs d'émissions et elle va dans le sens de la réduction des émissions avec ces histoires de seuil carbone. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une attention quand même à avoir sur les effets de changement assez brusques qui peuvent intervenir. Dès qu'une des réglementations devient applicable, on en vient parfois à changer nos conceptions du tout au tout. Typiquement, dernièrement, c'était l'interdiction des chaudières gaz indirectes, mais via la réglementation, on ne pourra plus d'ici 2030 faire des bâtiments en production gaz. Et donc ça veut dire que c'est quand même des changements assez soudains pour nous à environner. Aussi bien à l'externe vis-à-vis de nos clients qu'à l'interne. Nous, on est Bouygues et un gros utilisateur de béton historiquement. Quand on explique à des gens qu'on fait du béton pendant toute leur vie, que maintenant il faut faire du bois et qu'il faut complètement changer de métier, c'est des choses, une transition en tout cas à gérer au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Monsieur Perrault, quelles sont les contraintes techniques apportées par les besoins et objectifs de décarbonation de votre secteur, s'il vous plaît? Alors, en fait, il y a différentes choses. C'est des contraintes techniques, mais aussi réglementaires, et principalement, en fait, en Europe, il y a le système d'échange de quotas d'émissions, donc ce qu'on appelle couramment le TS, qui nous impose en fait des baisses régulières d'émissions. Donc, on s'adapte, on développe des projets de décarbonation. Par contre, on a
là, je citais tout à l'heure trois exemples de projets qu'on est en train de développer en France. Ce sont des projets où on a pu les mettre en œuvre parce qu'on a touché des aides et on a pu rester compétitif. Maintenant, pour aller plus loin, et c'était des projets encore relativement faciles puisqu'on était sur de la production de chaleur ou changer un type de four. Si on veut aller plus loin dans la décarbonation, il va falloir faire des ruptures technologiques qui vont être relativement coûteuses. Et on a besoin aussi, sur ces contraintes réglementaires, d'avoir de la visibilité. Thomas en parlait ce matin, de la visibilité. Il est clair qu'on ne peut s'engager à développer un projet que si on est certain de la stabilité du cadre réglementaire. Ça, c'est un premier point, parce que il suffit qu'on se lance dans une direction, et puis si dans 3 ans ou 4 ans après, on nous dit bah non, vous n'avez plus le droit, on a investi pour rien. Et l'autre point, c'est on est sur des produits qui sont vendus sur le marché mondial, donc on est en concurrence internationale, et c'est l'aspect compétitivité de nos activités en Europe. Donc ça, c'est tout un ensemble. On ne peut pas dire simplement une contrainte technique, une contrainte réglementaire, une contrainte économique. C'est l'ensemble de tout ça, et qu'il faut qu'on arrive à réunir et à fédérer pour pouvoir monter un projet et aller plus loin en fait dans la décarbonation. Là, avec les 3 projets que j'ai cités, on va atteindre par rapport à 2021 une baisse de 34%, mais on a quand même l'objectif d'être neutre au niveau carbone en 2050. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille encore plus loin, mais là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a toutes ces contraintes-là qui vont être de plus en plus fortes puisqu'on a fait les projets entre guillemets les plus faciles en fait. Merci beaucoup. Monsieur Le Soin, de même, qu'en est-il pour votre secteur d'activité ? ArcelorMittal aussi est soumis à l'ETS et on a aussi besoin de visibilité sur le long terme. En termes de contraintes, on peut avoir des contraintes de disponibilité de produits. Si on parle de tout ce qui est biomasse, biosourcé, et qu'on imagine remplacer toute la filière fonte européenne par de la biomasse, en fait, l'Europe, on produit 150 millions de tonnes. Il faudrait 100 millions de tonnes d'équivalent carbone. Même si on en mettait 10%, ça fait 10 millions. Actuellement, en Europe, on trouve 250 000 tonnes par an. Donc on voit qu'on est très loin d'avoir les quantités sur le marché nécessaires à notre besoin. Donc après, on peut aller chercher... il y a le Canada, les États-Unis, le Brésil qui sont derrière, mais ils produisent 100, 150 000 tonnes chacun par an. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, ça peut être la qualité aussi des produits par rapport à la circularité. Donc ça, c'est pour la filière four électrique. Donc là, en changeant complètement notre procédé pour la filière plat carbone, on a besoin d'une certaine qualité de ferraille. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, en France, on exporte beaucoup nos ferrailles. 60% des ferrailles, elles sont produites, elles sont exportées. L'Europe est un exportateur net. Les plus gros importateurs, il va y avoir la Turquie, l'Inde et puis l'Égypte. Et en fait, on exporte 5 millions de tonnes par an en net. Et ça correspond plus qu'à notre besoin de ferraille supplémentaire pour transformer nos procédés. Mais en fait, on a besoin d'une certaine qualité. Parce que pour les produits qu'on veut faire, notamment des produits plats, on a besoin de caractéristiques mécaniques, notamment pour l'emboutassibilité. C'est la capacité à emboutir les produits pour faire des capots automobiles, des pièces de ce type-là. Et il faut éviter à tout prix le cuivre. Et actuellement, dans les ferrailles, il y a trop de cuivre. Donc on est obligé de mettre en œuvre des procédés pour travailler les ferrailles, pour les trier, pour les broyer, pour extraire le cuivre et l'isoler. Et en fait, dans le marché des ferrailles, c'est un marché extrêmement fragmenté. ArcelorMittal est le plus gros consommateur de ferraille en Europe, mais on ne représente que 10% du marché. Je pense qu'on doit être à peine à 20% avec les 3 premiers. Et en fait, le marché des ferrailles est en train de se construire. Et le business, en fait, il est fait avec la faculté de pouvoir trier et valoriser ce qu'on récupère sur le côté. Donc, quand on va traiter une tonne de ferraille, on va récupérer 200 kg d'un mélange de stériles qui n'auront pas de valeur, mais après, on va retrouver des métaux, du cuivre et d'autres métaux. Et c'est la capacité à savoir trier qui va faire le business model, qui va rendre le business model rentable. Et le troisième point, je dirais la partie électrique. Parce qu'en électrifiant nos procédés, en fait, on va énormément augmenter notre consommation électrique.
Donc pour une usine comme Fos, on va tripler notre consommation électrique. Récemment, il y avait une étude qui avait été faite par RTE qui essaie de collecter tous les besoins électriques supplémentaires liés à la décarbonation en région PACA. Et en fait, ça reviendrait à doubler la consommation de la région PACA. Actuellement, la région PACA, on consomme à peu près 4 à 5 gigawatts. Et en fait, il faudrait 4 à 5 gigawatts de plus pour aller dans la décarbonation pour notamment toute la zone de Fos. Et 80%, ça représente l'électrolyse pour fabriquer de l'hydrogène. Voilà. Donc il y a un gros enjeu sur la partie électrique aussi. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Janin, comment la DGE opère-t-elle entre la nécessité d'accompagner les industriels et les objectifs nationaux et européens ? Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de bons projets de décarbonation du côté des entreprises. Enfin, en tout cas, il faut être très ouvert sur ce que les entreprises proposent parce que c'est elles qui ont le savoir-faire et la capacité. Donc effectivement, je pense qu'il faut savoir mettre les conditions cadres qui permettent de réaliser ces projets. Donc effectivement, l'ETS est déjà quand même une incitation extrêmement forte pour réaliser des projets. Et donc les entreprises n'ont pas attendu 2024 pour se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes émissions de CO2. Il faut faire en sorte que ces projets se fassent plus vite et donc favoriser les réglementations qui visent à permettre la réalisation de ces projets. Donc il y a des gros enjeux de déploiement de réseaux électriques, CO2 et autres en France. Donc il faut faire en sorte que ces projets puissent sortir dans des délais raisonnables et que ça ne prenne pas 8 ans ou 10 ans de tirer une nouvelle ligne de tension dans des zones sous tension pour leur décarbonation. Donc ça, c'était aussi, par exemple, un des objets de la loi d'accélération des énergies renouvelables, de pouvoir faire ça. Faut mettre en place les incitations financières. Par exemple, dans le bâtiment, il y en a des extrêmement puissantes avec la RE 2020 qui obligent les nouveaux bâtiments à avoir des seuils carbone assez bas en incluant la partie carbone embarquée dans la construction. Donc voilà, il faut mettre en place toutes ces réglementations et effectivement on voit qu'après ça ne suffit pas forcément, que les entreprises ont potentiellement des problèmes de compétitivité et donc il faut aussi activer le volet subventionnel pour faire en sorte que ce ne soit pas uniquement porté par les entreprises si jamais il y a des fuites de carbone qui peuvent se matérialiser. Excellent, puisque du coup le moment semble opportun pour initier la dernière partie de cette table ronde avec vous, Monsieur Janin, et justement peut-être revenir rapidement sur les éléments que vous évoquiez tout à l'heure, sur les moyens mis en œuvre pour soutenir la compétitivité et la rentabilité de ces industries. Donc effectivement, il y a un mix de solutions sur le volet subventionnel. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour financer des très très gros projets aux petits projets. Du coup, sur la partie financement, il y a 5 milliards d'euros qui étaient prévus dans France 2030 pour la décarbonation de l'industrie. On estime qu'il faudra aller encore plus loin, une dizaine de milliards d'euros semble raisonnable. Et donc voilà, il faut que ces projets trouvent un accès au financement public. C'est pas toujours très simple, on a quand même beaucoup de contraintes du point de vue des règles européennes sur les aides d'État qui font qu'on n'a pas le droit de financer n'importe quel projet, n'importe comment. Donc il y a tout un tas de conditions qu'il faut remplir, de critères de sélection qu'il faut justifier. Mais globalement, on peut financer une grande partie des projets de décarbonation des entreprises qui sont à la fois pertinents, utiles pour l'atteinte des objectifs et qui ne viennent pas trop taper sur les ressources limitées comme la biomasse ou autres. Donc ça, il y a effectivement des dispositifs qui existent. Ça a été commencé dans France Relance et on voit que ça ne coûte pas très cher dans l'industrie parce qu'on est autour de 15 à 20 euros par tonne de CO2 par an pendant 15 ans pour financer un projet. Donc finalement, si on avait l'ETS qui était 20 euros plus cher, on arriverait déjà à financer une bonne partie des projets. Après, effectivement, il y a des projets plus compliqués qui coûtent plus cher et ça aussi, il faut les soutenir et ça coûte plus cher. Donc on est obligé de prévoir des fonds publics pour ces usages. Mais on va dire que c'est une notion qui a bien été intégrée dans les discussions budgétaires. C'est que pour l'industrie, si jamais on veut la maintenir en France et la décarboner, il faudra probablement quand même des quantités significatives d'argent, mais qui sont très raisonnables par rapport à ce qu'on peut allouer à d'autres secteurs pour leur décarbonation également. Merci. Et justement, Monsieur Loisin, quels sont les principaux challenges économiques qui s'appliquent à votre activité ? Déjà, il faut de la visibilité sur le prix du CO2, avoir bien sûr la trajectoire, parce qu'effectivement, quand on fait des
des dossiers de demande de subvention, on a parfois plusieurs hypothèses d'évolution du prix. Donc actuellement, on est à 70 € la tonne et ça peut monter jusqu'à 400 € dans la prochaine décennie. Donc ça, c'est un élément important. En tant qu'industrie grosse consommatrice d'électricité, il faut aussi avoir une visibilité sur l'évolution du prix de l'électricité. Donc en tant qu'industrie électro-intensive, on bénéficiait de la RNH, donc avec l'électricité à 42 € le mégawattheure. Et donc là, la RNH se termine, donc on va basculer sur un autre système. Donc il y a des négociations qui sont en cours avec le gouvernement au sujet de la tarification de l'électricité. Donc ça, c'est un élément important. Dans les grosses inconnues, il y a aussi le prix de l'hydrogène, puisque on parle à terme, on pourra avoir besoin à peu près de 70 kg d'hydrogène à la tonne d'acier. Et souvent, on voit les prix de l'hydrogène, on parle de 2 € le kilo, 3 €, ça peut monter jusqu'à 6, 7. Donc 1 € d'écart, ça fait 70 € la tonne d'acier. Et actuellement, l'acier qui est importé en Europe, il est vendu à 440 $. Donc si on a une incertitude de 70, 140, 210 € la tonne, ça fait le business plan tombe à l'eau. Donc ça, c'est des éléments importants. Et après, le dernier élément, il y a une notion de concurrence et de compétition, on va dire faire. Puisqu'en fait, on voit que dans certains États, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'IRA aux États-Unis, qui incite à investir aux États-Unis. Nous, en Europe, on tarde à mettre en place le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, MACF, qui est en fait un système qui vise à imposer une taxe carbone équivalente à celle qu'on supporte pour les produits importés en Europe. Et ça va se mettre en place à partir de 2026. Mais en fait, on voit que c'est 2026, c'est à la fois proche, mais les choses évoluent très vite. Et on voit qu'au niveau européen, on est passé en 10 ans, on était exportateur net d'acier. Et maintenant, en moyenne, il y a 20% de l'acier européen qui est importé, en fait, actuellement. Et dans la partie sud de l'Europe, c'est-à-dire Espagne, sud de la France, Italie, ça atteint presque 40% de l'acier qui est importé, puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes. Voilà. Merci beaucoup. Et Monsieur Royer, qu'en est-il du secteur de la construction? Alors nous, on est ensembliers, donc en fait les solutions, une partie de notre travail, c'est de les identifier, de les trouver, elles existent. Le sujet, c'est est-ce que nos clients sont prêts à les acheter? Et la réponse varie d'un marché à l'autre, d'un client à l'autre. On a des clients publics qui ont dans leur financement de projet déjà une part de subvention intégrée sur des critères de performance environnementale, de performance énergétique. On est aussi capable, nous, de leur proposer de mettre en face de certaines solutions techniques des offres de financement, par exemple avec le fonds chaleur pour des solutions telles que la géothermie. Et on a d'autres clients qui n'ont pas forcément les mêmes moyens ou les mêmes enjeux. Par exemple, quand on construit un bâtiment industriel, on le voit aussi aujourd'hui, les industriels, leur sujet, c'est surtout la gestion de leur process, d'optimiser leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, l'impact des matériaux de construction entre moins dans la réflexion parce qu'ils pèsent moins à leur échelle et parce qu'il y a aussi un enjeu technique un bâtiment industriel est assez contraint techniquement et donc nous impose des matériaux et des solutions techniques. Pareil pour des gares, pareil pour d'autres ouvrages. Donc à nous d'être force de proposition pour ces clients-là. L'enjeu de la compétitivité, il joue aussi sur le développement des filières, puisque la décarbonation du monde de la construction repose aussi sur des nouvelles filières qui n'existaient pas avant, les filières du bois, les filières de la paille par exemple, les filières de la terre crue. Donc ça, c'est plein d'entreprises qui se montent parfois à de toutes petites échelles et qui ont un vrai enjeu de massification, à la fois pour atteindre les objectifs de décarbonation et aussi pour gagner en compétitivité et donc faciliter l'emploi de ces types de matériaux. Et donc là, pareil, nous, on est attentifs et on fait une vraie veille sur ces filières-là, on les accompagne et on essaye de les faire travailler le plus possible pour qu'elles puissent se développer. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Perrault, c'est donc vous qui conclurez cette table ronde avec cette question. Comment, de votre côté, vous anticipez les problématiques identifiées, les problématiques économiques identifiées par vos collègues industriels? Alors, on a, je dirais, anticipé en développant beaucoup de recherches. Solvay est leader mondial de producteur de carbonate de sodium,
6 soudières en Europe, dont une en France. Et grâce à une dizaine d'années de recherche, on vient de mettre au point une électrosoudière, ce qui va nous permettre d'avoir une rupture technologique complète de notre procédé, d'atteindre, je dirais, la neutralité carbone. Donc on était très confiant en fait dans la mise en place de ces techniques de décarbonation, à condition qu'évidemment les conditions soient réunies sur une visibilité de la réglementation, une visibilité sur le prix de l'électricité, puisqu'on va changer complètement en fait notre mix énergétique en basculant quasiment à 100% sur l'électricité. Mais depuis cet été, là on a un peu un doute, parce qu'on a découvert dans un projet de règlement européen que on va être obligé en tant que producteur de carbonate, donc le carbonate contient du CO3, donc du CO2, et on nous demande maintenant de déclarer dans nos émissions les émissions qui sont intrinsèques à la molécule que l'on fabrique. Ce sont des émissions qui n'ont pas lieu chez nous, elles ont lieu en fait chez nos clients qui utilisent ce carbonate qui se décompose ensuite thermiquement pour émettre du CO2. Et on ne voit pas comment on peut décarboner des émissions virtuelles qui n'ont pas lieu chez nous. Donc voilà, ça c'est un élément nouveau qui est arrivé cet été, pour lequel on est en train de discuter un changement de la réglementation pour revenir à quelque chose de plus réel, être responsable des émissions qui sont dans notre périmètre. Donc, voilà. Après, donc si on obtient gain de cause par rapport à ce projet de règlement, eh bien, on pourra mettre en place ces procédés, mais pour ça, il nous faudra quand même une grande certitude sur la stabilité du cadre réglementaire et la visibilité sur l'approvisionnement en électricité. Aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les fournisseurs d'électricité, c'est très difficile de conclure des contrats long terme. Bon, moi j'ai 35 ans d'expérience chez Solvay. Il y a une trentaine d'années, lorsqu'on a converti nos électrolyses à mercure qui fabriquaient du chlore à des électrolyses à membrane, c'était des investissements conséquents qui permettaient de réduire de 50% nos consommations d'électricité. Mais en même temps qu'on décidait l'investissement, on a signé un contrat avec EDF, un contrat d'une durée de 20 ans. Donc on avait une visibilité long terme sur le prix. On savait que notre investissement, on pouvait garantir en fait la rentabilité de notre business plan. Donc voilà, ma conclusion, c'est il nous faut de la visibilité économique, réglementaire et puis technique. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir accepté de répondre à ces questions autour de la décarbonation de l'industrie. Vos réponses ont probablement suscité la curiosité de certains. C'est donc au tour du public de poser les questions, soit en ligne via le chat, soit en présentiel en demandant le micro. Merci. Merci à vous pour ces éclairages. J'avais une question sur, donc peut-être un peu plus pour les électro-intensifs, Arcelor et Solvay, et secondement peut-être pour Thomas Genin, sur la prise en compte dans vos scénarios des limites en termes de raccordement. Il va y avoir beaucoup de nouveaux process électrifiés. Je pense à l'hydrogène, peut-être aussi chez Solvay des process chimiques, électrochimiques, qui vont être très consommateurs. Et de nombreuses industries vont avoir ce même problème en même temps. Et RTE, dans le prochain rapport là, qui va sortir cette année, va faire mention de problématiques sur ce niveau-là. Comment est-ce que vous prenez en compte ce frein technique, logistique, industriel dans vos scénarios? Et au niveau de la DGE, comment est-ce que vous aussi vous prenez ça en compte et peut-être pouvez influer sur les projets qui seraient prioritaires? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout cette dimension-là qui rentre en jeu, c'est premier arrivé, premier servi?
Alors, oui, vous avez raison. Lorsqu'on change un procédé, et là, on le vit aujourd'hui, puisque on est en train d'électrifier un four, et se pose le problème donc, du raccordement électrique, puisqu'on va consommer beaucoup plus d'électricité que ce qu'on consomme aujourd'hui. On est en discussion, alors là, on est sur un site qui est raccordé au niveau de distribution, donc on est en discussion avec Enedis, qui est le gestionnaire du réseau, pour augmenter la puissance. Bon. Dans le cas que je cite, ils ont trouvé des solutions techniques qui seront compatibles, je dirais, avec notre délai de construction du four, et normalement, d'ici fin 2023, on devrait pouvoir démarrer complètement ce projet en ayant le raccordement à la dimension, la capacité suffisante. Sinon, pour répondre de façon plus générale à votre question, il y a RTE qui consulte beaucoup d'entreprises et savoir quels sont les projets d'électrification. Ça se fait aussi en lien avec la Direction générale de l'énergie, puisque les sites, les 50 plus grands émetteurs en fait, de France ont dû fournir leur trajectoire de décarbonation à 2050, et dans ces trajectoires de décarbonation, évidemment, il y a des projets d'électrification. Donc la DGE a bien connaissance de tous ces projets, et aussi en lien, je suppose, avec RTE. Je vais peut-être laisser la parole à Thomas sur ce point-là. Je ne vais pas donner techniquement les feuilles de route des industriels, parce qu'on n'était pas propriétaire des données, mais RTE, effectivement, si elle les demande aux industriels, ils sont généralement bénévolents pour leur passer. Peut-être sur l'aspect FIFO des raccordements électriques. Donc effectivement, il y a eu une loi de priorisation qui permet de gérer un peu ces aspects-là, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'encombrements dans certaines zones géographiques où il faut savoir potentiellement prioriser. La priorisation devrait prendre en compte le caractère décarbonant ou pas de certaines activités, et ça tend à être plutôt favorable aux activités qui sont existantes, contrairement à des activités qui vont s'implanter nouvellement, parce que ces activités n'ont pas trop le choix sur leurs alternatives de localisation, par exemple. Donc ça, c'est effectivement une logique de priorisation qui a été introduite. Il y a aussi une logique d'éviter le surbooking sur certaines zones, où on voit qu'effectivement il y a des projets qui demandent des raccordements électriques, ou qui font les étapes préliminaires pour demander des raccordements électriques, qui tendent à mobiliser de la capacité, mais qui sont encore sur des projets très incertains. Et donc il se pourrait qu'il y ait des règles qui évoluent sur ce plan-là pour permettre de récupérer la capacité électrique de certains projets qui n'ont pas été capables de délivrer, parce qu'effectivement à la fin on est face à une ressource limitée. Et peut-être un dernier point, c'est qu'effectivement il y a déjà des dispositions qui existent, qui tendent à favoriser également les projets qui sont flexibles et qui permettent d'effacer un peu de consommation quand la demande est tendue, et ça permet potentiellement de résoudre certains problèmes de réseau. Mais effectivement, voilà, en mixant un peu tout, on arrive à faire plus proche de l'optimal. C'est pas encore quelque chose qui est très simple pour déployer très rapidement, mais on essaye d'aller dans la bonne direction pour qu'effectivement les projets se fassent. Oui, très concrètement, en fait, dans la zone PACA, donc comme je disais, les besoins consommation électrique vont doubler. En termes de projet, il y avait une ligne 225 000 volts qui passait entre Aix et qui allait vers Fos, qui va passer en 400 000 volts. Donc ça, c'est en cours. Par contre, il y a un projet de ligne supplémentaire entre Le Gard et Fos, ligne 400 000 volts. Il y a une consultation qui ne s'est pas très très bien passée. Donc il y a un problème d'acceptabilité aussi des gens d'avoir une ligne à 400 000 volts qui traverse le paysage. Donc ça, c'est un élément. Et effectivement, comme on l'a rappelé, on a émis des vœux en termes de besoins électriques. Et actuellement, en fait, dans la région, c'est le préfet qui va choisir, in fine, en début d'année prochaine, dans quel ordre il va attribuer les accès. Et donc on est dans une phase où on réexplique nos projets, chaque industriel réexplique ses projets, qui sont consolidés au niveau de l'État, effectivement pour éviter qu'il y ait des gens qui soient partis très vite et qui bloquent en fait les autres. Voilà. Bonjour, Émilien Mathieu, promotion donc 2024. C'est encore une fois plutôt une question pour Monsieur Perrault et Monsieur Lesoin. Vous avez parlé de pouvoir sécuriser votre approvisionnement, notamment en énergie. Quelle est la place aujourd'hui des pipiers dans votre approvisionnement et on va dire
pour le futur, quelle place elle pourrait avoir dans votre approvisionnement total? Est-ce que vous auriez une idée d'une fourchette ou bien d'un prix plancher à partir duquel votre business plan serait moins rentable ou alors à partir duquel vous auriez moins de marge justement? Donc concrètement, à quel prix est-ce que vous seriez capable de payer vos PPA aujourd'hui et demain? Alors, je vais déjà répondre à la première partie de la question. Donc effectivement, tout à l'heure quand je disais qu'on avait plusieurs leviers pour décarboner, et je parlais de sourcing décarboné, les PPA, donc les Power Purchase Agreement, donc ce sont des contrats d'électricité de long terme basés sur de l'électricité renouvelable. Ce sont des choses qu'on est en train de négocier actuellement. Avec, et ça fait le lien avec la question que j'avais posée ce matin à Yasmine par rapport à l'intermittence, parce que lorsque vous êtes, quand vous avez un contrat long terme avec une technologie donnée, donc que ce soit du solaire ou de l'éolien, c'est pas une production qui est continue. Par contre, nous, on a des procédés qui fonctionnent de façon continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a déjà ce point-là qu'il faut techniquement régler. Parce que quand vous discutez avec des développeurs de projets, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est du pay as produced, donc c'est-à-dire vous avez l'électricité quand elle est produite par l'installation. Et donc il faut trouver un autre système de backup avec d'autres technologies. Donc on ne peut pas avoir du 100% éolien ou solaire. Donc ça c'est une difficulté en fait. Mais on travaille justement à ça. Alors en France, on est dans une situation un peu particulière parce qu'il y a beaucoup de nucléaire. Donc on a aussi la possibilité, à condition que ça soit faisable, de pouvoir souscrire des contrats long terme nucléaires, ce qui n'est pas le cas finalement dans les autres pays européens. Bon. Et pour la deuxième partie de votre question, ça, je ne veux pas citer de prix en fait, parce que bon, par rapport aux règles de la concurrence, je ne répondrai pas à cette question en fait. C'est un peu la même chose, effectivement, on a un process continu, donc un four électrique, on va dire maintenant ça va fonctionner par coulée, des coulées d'une heure, et puis on a à peu près 10 minutes de power off, et puis après on a 50 minutes de power on, on envoie 300 MW. Donc on a des discussions sur l'effacement, effectivement, de nos procédés qui sont en cours. On a effectivement aussi des discussions sur essayer de trouver un contrat de prix à long terme, donc on bénéficie du nucléaire en France, donc ça c'est un élément important. On essaie de développer aussi un peu les énergies renouvelables en interne. Dans le passé, on produisait l'électricité qu'on consommait. On arrivait à valoriser les gaz sidérurgiques des différents procédés dans des systèmes de chaudière qui fabriquaient de la vapeur haute pression et qui fabriquaient, avec des turbo-alternateurs, fabriquaient 100 à 150 MW d'électricité, donc on était quasiment autosuffisant. Là, en fait, il va falloir se renouveler parce qu'en fait, les outils qui produisent ces gaz sidérurgiques vont disparaître. Donc, il va falloir imaginer aussi la nouvelle centrale énergétique de l'usine. Donc, c'est plein de questions différentes. Et on essaie de faire un peu de solaire sur Fos. On a à peu près 20 MW de panneaux solaires. Il y a dans le monde, Arcelor, il y a des sites en Inde, ils sont maintenant à 1 gigawatt. Au Brésil aussi, ils développent aussi l'éolien. Mais pareil pour les prix, en plus je ne les connais pas, donc je ne pourrais pas vous répondre. Merci. Bonjour messieurs, donc merci beaucoup pour tous ces échanges. Je voulais savoir en fait donc que ce soit côté industriel ou côté DGEC, quelle était la place que vous accordiez au projet donc des startups pour les réacteurs nucléaires. Je sais qu'il y avait eu beaucoup, en tout cas venant du coup du milieu nucléaire, je sais qu'il y avait eu des discussions sur les utiliser pour les coupler par exemple à des électrolyseurs ou alors pour utiliser des fours à haute température pour l'industrie. Donc je me demandais si c'était des études que vous aviez envisagées, ou alors si, comme c'était encore à l'état de start-up, est-ce que vous attendiez que ça gagne en maturité avant de les considérer, par exemple pour les sites des hauts fourneaux, donc de Hassler. Donc voilà, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup.
Oui, c'est des sujets qui sont discutés au niveau d'Arcelor, effectivement, pour avoir ce type d'unités à proximité des unités électro-intensives. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de développement. C'est des discussions vraiment au niveau high level. Ça ne redescend pas à notre niveau, quoi. C'est des projets aussi qu'on a regardés. Alors, d'un point de vue technique, développement de réseaux électriques, l'intérêt de mettre donc ce qu'on appelle SMR en anglais, hein, Small Modular Reactor, sur un site, c'est qu'on s'affranchit de tous les problèmes de connexion au réseau, puisque la production d'électricité a lieu sur l'endroit où l'électricité est consommée. Par contre, on se bute à un gros problème qui est le risque nucléaire et l'acceptabilité en fait, du voisinage d'avoir une telle installation en fait, dans un site industriel. Alors après, on se dit, bah, si c'est pour mettre ça sur des sites nucléaires existants, bon, là, le problème d'acceptabilité sociale est différent. Par contre, on est quand même soumis à la problématique de réseau, puisqu'il va falloir quand même transporter l'électricité du lieu de production sur le lieu de consommation. Donc c'est pas simple en fait. Et alors il y a un groupe de travail qui a lieu au niveau européen, au niveau du Conseil de la chimie européenne sur ce sujet-là. Et aucune entreprise n'est prête à prendre le risque nucléaire. Et donc il va falloir trouver des montages, notamment un peu étatiques, je dirais, par rapport à ce risque nucléaire. Effectivement, les réacteurs nucléaires petits pour produire soit de l'électricité, soit de la chaleur, parce qu'effectivement, la chaleur est quand même un des leviers aussi très intéressants sur les sites industriels, qui permet d'augmenter les rendements et qui est nouveau avec les SMR, parce qu'effectivement, on n'a jamais eu de cogénération en France, ou quasiment pas sur le nucléaire. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de subventions côté France 2030 pour financer ces projets. Donc c'est que, on va dire, l'État français y croit d'une façon ou d'une autre. Et il y a tout à fait une ouverture sur le fait de financer des projets qui viendraient se faire sur des sites industriels. Ça reste un sujet compliqué en termes de déploiement. Mais effectivement, tout ce qui est génération de chaleur sur des sites industriels peut avoir un intérêt tout à fait particulier. Même si on n'arrivera pas à adresser tous les besoins, hein. Il y a des contraintes de température qui se posent sur tout un tas de process qui font qu'on n'arrivera pas à servir, probablement pas en grande partie la métallurgie, pour faire simple, peut-être un peu plus la chimie. Mais voilà, donc a priori, il y aura des financements sur cette typologie de projet, si tant est que voilà, il y en a qui soient suffisamment matures à la fois sur le volet industriel pour sortir les produits et du côté des industriels pour les installer sur leur site. Il n'y a pas d'objection pour développer ça. Et effectivement, on serait parmi les premiers en Europe, puisqu'il n'y a pas non plus beaucoup de pays qui misent autant que nous là-dessus. C'était plus pour Bouygues, parce que pour les autres, j'imagine que vous avez déjà les compétences sur les nouveaux process. Lorsque vous mentionnez justement l'argile, la paille, enfin des nouveaux, là où avant tout le monde bossait avec du béton, comment est-ce que vous gérez la gestion de compétences, la montée en compétences sur ces nouvelles façons de faire qui vont révolutionner, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, ce secteur-là, quoi, et à des horizons aussi court terme pour la formation, etc. Il y a plusieurs sujets au niveau de la compétence. Il y a la compétence technique et en conception, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de justifier les performances et la sécurité de ces nouveaux matériaux. Donc là, il y a des dispositifs, notamment il y a une institution qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui permet auquel on doit s'adresser en tout cas pour faire tout un tas d'essais de résistance mécanique, d'étanchéité, de résistance incendie, etc., pour pouvoir assurer correctement ces produits. Et donc ça veut dire que techniquement, au sein des ingénieries et des bureaux d'études, il faut qu'on soit nous aussi formés à ça. Ensuite, il y a l'enjeu mise en œuvre, où nous, on forme aussi les compagnons que nous avons aux nouvelles techniques, notamment sur le bois aujourd'hui, sur la paille. Sur la terre, ça viendra certainement aussi. Donc pour mettre en œuvre correctement ces produits.
Après, le déploiement, c'est... En fait, comme on a plusieurs projets, la logique, c'est plutôt une logique de test, d'opportunité. De dire, voilà, sur ce projet-là, j'ai un client qui est partant, j'ai une zone où je peux maîtriser mon risque technique financier. Donc j'y vais, et ensuite on fait le retour d'expérience et on le déploie sur d'autres projets, on montre à d'autres clients que ça marche, et on avance comme ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à la première table ronde de ce congrès. Vos précieuses réponses nous ont permis du coup, de mieux intégrer les défis à chaque niveau auquel vos industries sont déjà confrontées. Et du coup, je laisse Clara prendre la suite. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation à cette table ronde et merci pour vos questions.